Comment devenir ingénieur automobile? Dans cette vidéo, je vais te partager ce que je sais sur l'environnement et voilà, l'écosystème automobile. Comment trouver un stage dans un domaine du coup spécifique, en particulier du coup l'automobile. Comment trouver un stage à l'étranger, puisque j'ai fait un stage en fait à Mexico pour Chrysler, les pick-up Chrysler. Et puis comment apprendre du coup une langue à l'étranger, comment se débrouiller quand c'est ta première expérience à l'étranger. Voilà, donc si tu ne me connais pas, moi je suis Quentin et j'anime cette chaîne qui s'appelle Active Worker. C'est une chaîne orientée gestion de carrière, progression de carrière. Et donc tous les samedis, je parle d'un sujet carrière. Tous les jours, je publie tous les jours et tous les jours, il y a un sujet différent. Donc tu peux retrouver toutes les vidéos autour de l'enjeu carrière sur la playlist carrière. Donc aujourd'hui, comment devenir ingénieur automobile? En fait, moi, mon stage de première année d'école, j'ai fait Centrale Marseille, une école généraliste, et je voulais absolument que mon premier stage, il réponde à deux critères. Numéro un, il soit dans l'automobile, et numéro 2, je voulais partir loin à l'étranger. Il se trouve que un de mes camarades de promo était mexicain, et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas partir au Mexique plutôt que de chercher un pays anglophone, puisque j'aurais tout le temps de travailler dans des expériences anglophones pour le deuxième, troisième stage et éventuellement la césure. Donc, d'abord, peut-être comment je m'y suis pris pour trouver ce stage. Ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai cherché dans les anciens camarades de promotion. J'ai pris donc ma cotisation évidemment alumni et puis j'ai été à à l'époque l'annuaire en ligne n'était pas forcément hyper performant. Maintenant c'est très développé et j'ai pris tout simplement tous les gens, tous les anciens de mon école qui étaient à Mexico. Et je leur ai fait un mail, quasiment le même email. Alors allez, aujourd'hui je ne conseillerais pas de faire ça, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mail très long où j'expliquais en détail ce que je cherchais. Bonjour, voilà, je suis élève dans la même école que toi. J'aimerais faire un stage, du coup, mon stage de première année en production. Parce que du coup, j'ai joué sur ça. C'est qu'à l'époque, on nous demandait de faire un stage en production et pas un stage ouvrier. Le stage ouvrier, c'est souvent le premier stage où tu es censé voilà, expérimenter le monde de l'industrie, mais sous l'angle ouvrier. Moi, il se trouve que j'avais déjà fait des stages entre guillemets pénibles, parce qu'en fait, c'est un peu l'idée, c'est que tu es en première année d'école, étant ingénieur, il faut que tu expérimentes ce que c'est qu'être ouvrier. Et ayant pas d'expérience professionnelle d'ingénieur, je voulais vraiment faire un stage d'ingénieur. Donc j'ai joué là-dessus et j'ai expliqué que je cherchais un stage de production dans l'automobile idéalement. Et j'ai expliqué un peu mon plan. Donc je savais qu'il y avait Valeo était présent par exemple à Mexico, que j'avais vu plusieurs offres. J'ai expliqué un peu bah, les offres auxquelles j'avais postulé, que j'avais essayé de contacter la chambre de commerce. Bref, j'avais mis les deux trois initiatives que j'avais eues. Et puis ce que j'avais fini mon mail en disant est-ce que vous auriez trois choses, des contacts, des conseils et puis éventuellement des remarques sur ma recherche. Et j'avais fini comme ça. Donc sur l'ensemble, je pense que j'avais dû envoyer une trentaine, quarantaine d'emails. Sur cet ensemble, j'avais dû recevoir, bah déjà j'avais eu pour une bonne vingtaine de personnes qui m'avaient pas répondu. Des emails qui étaient plus bons aussi. Et puis, par contre, j'avais eu des emails d'ingénieurs en fait qui m'avaient répondu. Typiquement chez Thales, je me souviens, j'avais eu un retour de quelqu'un qui me disait bah écoute, je sais pas trop comment je peux t'aider. Moi, je travaille dans la sécurité. Thales, c'est plutôt des dispositifs de sécurité. Donc vraiment plusieurs personnes qui étaient de bonne volonté mais qui voyaient pas trop comment m'aider. Et puis une personne qui m'a répondu et qui à l'époque était le directeur général en fait de BNP à Mexico. Il se trouve que c'était un ancien de l'école. Et il m'a dit j'ai peut-être quelque chose pour toi. Est-ce que tu peux me donner tes dates? Donc première erreur, je n'avais pas donné mes dates de stage. Donc toujours bien préciser en gros les enjeux que tu as. Voilà, je cherche un stage en première année. On doit faire le stage entre telle date et telle date. Voilà les conditions et essayer de détailler le plus possible parce que potentiellement c'est ce qui va pouvoir te permettre de t'aider vis-à-vis de tes interlocuteurs. Donc ensuite, s'en est suivi une discussion en espagnol. Je pense que, je sais pas s'il voulait me tester un petit peu pour voir si j'étais sérieux. Donc, on a eu plusieurs échanges de mails. Et je me souviens à l'époque que, du coup, en fait, il m'avait mis en contact avec Chrysler, qui est donc qui avait donc une usine en fait de pick-up à Mexico et qui fabriquait tous les pick-up Ram. Alors c'est pas très connu en France, mais si tu tapes Ram Chrysler, tu verras qu'il y a plein de gammes différentes. Et donc ce stage concrètement, en quoi il a consisté Ce que j'ai trouvé, c'était
en fait un stage orienté donc gestion de production. Et en gros, j'étais sur un open space dans une équipe de gestion de production. Et j'avais deux tâches. Numéro un, je devais faire une étude de marché sur les pick-up en Amérique latine. Donc là, l'objectif, c'était vraiment d'identifier quel était le positionnement en gros des pick-up RAM et des différentes pick-up qu'on avait et les comparer en fait à toutes les autres gammes et essayer de voir en termes de notamment de puissance, en termes de carrosserie, en termes de perception, en termes de prix. Donc j'avais plein de tableaux comparatifs. Donc c'était assez intéressant sur Excel. Et en même temps, j'avais dû faire un petit travail aussi de recherche pour appeler des instituts statistiques pour essayer d'obtenir en gros des données sur les ventes notamment, qui normalement étaient payantes. Donc voilà, j'avais téléphoné en espagnol en essayant d'expliquer à la dame que voilà, je faisais un travail de recherche pour mon école, ce qui était plus ou moins vrai puisque j'étais en fait quand même employé de Chrysler. Et donc j'avais obtenu ces statistiques et j'avais pu faire une étude de marché sur les pick-up. Donc ça, c'était plutôt orienté marketing finalement. Et mon autre travail, ça consistait en fait à suivre les activités des ingénieurs qui devaient mettre à jour en fait des modèles 3D qui correspondaient en fait aux différentes pièces des pick-up. Parce qu'il faut savoir qu'en fait une voiture, elle est constituée de plusieurs parties. Tu as la carrosserie, tu as le moteur, tu vas avoir la base, alors je sais plus trop comment on dit ça, tu vas avoir la direction, tu vas avoir ce qu'on appelle les closures, je crois que c'est tout ce qui est à l'intérieur, donc c'est les sièges, c'est les revêtements intérieurs, etc. Et voilà, donc grosso modo, tu as des ingénieurs qui sont spécialisés sur chacune de ces parties-là. Et en fait, tous les ans, il faut qu'ils mettent à jour les modèles 3D en fonction des évolutions des fournisseurs. Parce que tu as des fournisseurs pour chacune de ces parties-là. Et moi, j'avais un tableau en fait avec du coup plein de modèles qui étaient à mettre à jour, le nom des ingénieurs, le statut, et il fallait que je fasse du suivi de tâches finalement. Et grosso modo, il fallait que je mette à jour un fichier. Donc en fait, c'était un peu mes débuts dans l'environnement professionnel, l'environnement de gestion de projet. À l'époque, ce qui était intéressant, c'est que très très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect rébarbatif du travail, à savoir qu'en gros, on avait un tableau. Ce tableau, c'était un copier-coller d'un fichier qui était sur un site web, sur une appli web en gros de la boîte. Et ce que je devais faire, c'était copier-coller ce truc-là. Et à chaque fois, comparer les doublons. Parce que forcément, en gros, on prenait un extract de ce fichier-là, on le mettait dans le truc de la semaine d'avant, et il fallait comparer pour mettre à jour les statuts. Et donc parfois, tu te retrouvais avec 2000 lignes, avec à chaque fois un doublon, et il fallait voir si les lignes n'avaient pas changé. Si elles n'avaient pas changé, bah, simplement supprimer une des deux lignes. Et puis s'il y avait un statut qui était updaté, supprimer le statut le plus vieux, entre guillemets. Enfin bref, il y avait vraiment une logique, il y avait un algorithme, si tu veux, que la personne qui était là avant moi réalisait. Mais sans vraiment réfléchir. Et donc ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, parce qu'en première année on a toujours des cours de programmation, je me suis dit mais il y a forcément une manière d'automatiser ça. Et donc j'ai appris le VBA sur cette première expérience. Donc c'est un petit peu tarte à la crème comme expérience, mais comme première expérience d'ingénieur, je trouve ça intéressant. Donc pour être honnête, je ne sais pas si tu peux faire toute ta carrière uniquement à suivre des tâches d'ingénieur de production dans l'automobile. À mon avis, il y a des trucs un peu plus intéressants. Et là, c'était une expérience de 2 mois, donc c'était quand même assez rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment la première expérience où j'étais dans un environnement professionnel, qui plus est en espagnol. Et moi, j'imaginais ça comme vraiment quelque chose de très sérieux. Enfin, c'était ma première expérience professionnelle. Et je me suis vraiment rendu compte que finalement, il y avait une vie assez, assez sympa dans une entreprise, même si c'était une grande entreprise. Donc c'était plutôt chouette. En ce qui concerne l'espagnol, enfin, si on reste d'abord sur le VBA, c'est vraiment un conseil que je peux te donner si jamais c'est ta première expérience ou que tu cherches à travailler dans l'ingénierie, quel que soit ton travail. Je pense que Excel et le VBA, c'est un indispensable. Alors je sais qu'aujourd'hui, on peut utiliser Python pour manipuler les données et que c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Donc peut-être que... Enfin, c'est hyper important dans l'informatique Python, mais j'imagine que si tu es dans une carrière plutôt automobile, ça peut peut-être être
une option intéressante aussi. En tout cas, le VBA, c'est sûr que ça peut être un plus pour toi parce qu'on est souvent amené à manipuler beaucoup de données et dès le premier stage, ça peut être intéressant. Alors, donc on a vu ce que je savais sur l'automobile, je t'ai expliqué un petit peu les différentes parties. Comment trouver un stage dans un domaine qu'on ne connaît pas, bah, typiquement passer par les anciens. Le conseil que j'aurais à donner si je devais critiquer un peu mon approche, c'est vraiment demander un retour d'expérience à des personnes qui sont dans un domaine qui t'intéresse et voilà, leur demander du temps. Et ça, quel que soit le domaine, sans essayer de leur demander directement une opportunité. Demander du temps à quelqu'un, c'est essayer de comprendre par où il est passé, essayer de comprendre ce qu'il a fait. Et c'est la meilleure manière finalement de t'approprier son expérience. Puisque tu vas pouvoir te dire, tiens, qu'est-ce que je ferais pareil et puis qu'est-ce que je ferais différemment. Et tu peux aussi lui poser la question, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais pareil, qu'est-ce que tu ferais différemment. Et c'est hyper intéressant parce que ça va te permettre de te poser la question, est-ce que j'ai envie de faire pareil ou est-ce que je n'ai pas envie de faire pareil et une fois que quelqu'un t'a partagé cette expérience-là, donc au travers d'un call Teams, sur Zoom ou même autour d'un café, autour voilà, d'un restaurant si c'est un déjeuner et puis que vous pouvez aller déjeuner, bah, cette personne-là, elle va pouvoir vraiment te transmettre tout ça. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir une connexion émotionnelle forte. Parce que si là, par exemple, je te partage mon expérience, que tu as vraiment regardé la vidéo, ça fait 11 minutes que je parle, et que tu as des questions, et que tu les poses en commentaire, et que tu me dis, voilà, est-ce que tu pourrais me contacter, et puis que tu me donnes un moyen de te contacter sur LinkedIn, par exemple, bah, en fait, j'aurais envie de le faire. Parce que bah, tu auras pris le temps d'écouter tout ce que je t'ai dit. Et donc c'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que cette connexion émotionnelle, là potentiellement la personne elle va pouvoir peut-être avoir envie de t'aider. Si tu la contactes, alors elle te connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle aura pas forcément tout de suite envie de t'aider et de te mettre en contact avec des gens qu'elle connaît qui pourraient t'aider à trouver un stage. Parce que moi typiquement bah, j'ai pas forcément là aujourd'hui je suis commercial dans l'informatique donc je connais personne en direct dans mon entreprise qui peut t'aider à trouver un stage dans l'automobile. Par contre, dans mon réseau d'anciens d'école, c'est sûr que là, je pense tout de suite à des gens qui sont ingénieurs dans l'automobile ou dans les pneus chez Michelin, par exemple. Enfin bref, et qui pourraient être intéressés pour avoir des stagiaires. Voilà. Donc ensuite, la notion de stage à l'étranger, ça c'est quelque chose d'intéressant sur cette expérience-là. L'espagnol, c'est quelque chose que j'avais pas du tout appris à l'école. Enfin si, justement, je l'avais appris à l'école, mais pas du tout pour avoir des conversations comme on peut avoir dans la rue, comme on peut avoir dans un bar, voilà. Et donc, quand j'ai été au Mexique, je me suis dit, bon, bah Chrysler, c'est une boîte américaine, je vais sans doute parler anglais tout le temps. Et évidemment non, en fait, je me suis mis à parler espagnol. Par contre, j'ai eu vraiment une espèce de douche froide en arrivant. C'est de me rendre compte que il y avait un gros gap en termes de niveau et que tous les cours que j'avais eus, que ce soit depuis le collège, la prépa ou la prépa j'avais un peu arrêté, collège, lycée, prépa et école où pour le coup là j'ai pas du tout fait de... Enfin si pour le coup on avait des cours d'espagnol en école. Mais bref, j'étais vraiment nul en espagnol en fait. Et ce qui a fait la différence en fait, c'est vraiment la notion de douche froide et de se dire d'être immergé. C'est-à-dire que je n'étais que avec des gens qui parlaient espagnol. Donc ça, c'est vraiment une excellente opportunité. Alors c'est difficile du coup avec cette période de Covid et puis cette période un petit peu tumultueuse qu'on peut traverser, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, il y a la guerre en Ukraine, donc j'imagine que la situation est un peu tendue pour tout le monde. Mais vraiment, apprendre une langue, il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment devenir bilingue, comment développer ça. L'immersion, c'est sûr que c'est la meilleure option. Moi, il y a une méthode que j'ai un peu appliquée, c'est la méthode du script de conversation. Alors, euh, je, je suis quelqu'un qui a un naturel à avoir de la conversation, sinon je ne parlerai pas depuis 14 minutes. Mais concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit script de présentation. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis ingénieur de production chez Chrysler, mon travail consiste à... Et puis tout ce que je t'ai expliqué là, j'ai essayé de le redire en espagnol. Et puis ensuite, j'ai essayé de préparer des questions. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que à chaque fois que je sortais dans un bar, à chaque fois que je prenais l'opportunité en gros d'aller rencontrer des gens que je connaissais pas, il y avait toujours un moment de présentation où tu dois te présenter à quelqu'un et où on se pose des questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au tout début de mon expérience, mon niveau était tellement débutant
que la conversation n'allait pas très loin. Ça s'arrêtait à, bah voilà, qu'est-ce que tu fais et tu viens d'où en France et quel âge as-tu? Mais après, j'étais tellement nul, entre guillemets, qu'on pouvait pas aller beaucoup plus loin et que la personne en face, bon, bah voilà, elle était sympa pendant 5 minutes, mais au bout d'un moment, elle lâchait un peu l'affaire parce que elle parlait à quelqu'un d'autre ou elle voyait bien que mon niveau d'espagnol, enfin j'étais en galère et donc elle allait pas plus loin. Et donc moi ce que je faisais c'est qu'à chaque fois j'essayais de retenir vraiment les questions, les dernières questions auxquelles j'étais pas capable de répondre et auxquelles j'avais vraiment pataugé dans la semoule et j'essayais de me dire ok et je bûchais le soir un peu comme je me mettais vraiment en mode prépa, en mode étudiant, j'essayais de chercher du vocabulaire et de me dire bon bah la prochaine fois que j'ai une conversation, il faut absolument que je sois capable d'aller plus loin. Et en faisant ça, et bah à la fin je me suis vraiment rendu compte que j'étais capable aussi de capter des manières de parler, si tu veux, des Mexicains. Euh, mais des manières de parler comme tu parlerais dans un bar en fait. Comme comment tu racontes une histoire, comment tu parles. Et à la fin, je parlais, mon rythme d'espagnol s'est accéléré, enfin tout s'est accéléré. Et je me sentais vraiment beaucoup plus à l'aise. Et puis au fur et à mesure de cette évolution, si tu veux, dans la conversation, les gens changeaient, mais moi, mon niveau de conversation allait de plus en plus loin. Et voilà, c'était hyper intéressant parce que du coup, bah, en termes de... enfin, dès que je me mettais à reparler à des Français, j'avais à un moment donné, j'avais même un problème. Le fait d'essayer de repenser en français, ça paraissait difficile parce qu'à l'époque, il y avait vraiment... Enfin, on avait Skype, mais c'était quand tu faisais un Skype, c'était vraiment un événement. Les gens, il n'y avait pas un usage comme ça. Le télétravail n'existait pas. Il n'y avait pas un usage des télécommunications comme ça, donc j'étais vraiment en immersion. Donc c'est ce que je te recommande vraiment. Et bah voilà, c'est comme ça que j'ai pu progresser en espagnol. Alors pour le coup, j'ai perdu pas mal parce que je pratique pas beaucoup, mais j'ai gardé cette leçon-là de me dire le jour où je dois être en immersion quelque part, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce que j'ai fait plus tard, en polonais d'ailleurs, même si j'ai pas eu un niveau de polonais égal à mon niveau d'espagnol, mais ça c'est une autre histoire dont on parlera dans une prochaine vidéo carrière du coup, un peu story time où je te partage mon expérience. Donc ça fait 17 minutes. Je crois que je vais laisser la vidéo comme ça parce que n'y a pas eu trop d'interruptions. Et puis bah, regarderont ceux qui ont envie de regarder. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo à toi. N'hésite pas à me mettre un like et puis à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette expérience-là et si tu as des questions. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.